Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'on décortique les grandes révolutions de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre comment elle transforme notre quotidien et nos métiers. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'analyse approfondie de l'entretien exceptionnel avec Marjolaine Grondin, entrepreneur et formatrice en IA, qui partage une vision audacieuse. Et si l'IA n'était pas seulement un outil, mais un véritable cofondateur personnel? À travers son approche originale en 3 niveaux, assistant, directeur des opérations et partenaire stratégique, elle nous montre comment l'IA peut alléger notre charge mentale, booster notre productivité, et même nous aider à aligner nos projets avec ce qui compte vraiment pour nous. Nous aborderons aussi l'émergence des agents IA, ces systèmes autonomes capables de rechercher, d'agir et d'interagir pour atteindre nos objectifs. Une véritable révolution dans la révolution. Alors, restez avec nous. Ce contenu va changer votre manière de voir l'IA, non pas comme une menace ou un gadget, mais comme une chance de réinventer notre rapport au travail, au temps et à l'humain. Écoutons à présent cette analyse riche et inspirante. Abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez à un plus grand nombre de personnes. Alors installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et vos esprits. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup et elle s'installe progressivement dans nos vies, un peu comme l'électricité l'a fait au siècle dernier finalement. C'est une bonne image, oui. Bientôt, on n'y pensera même plus. Exactement, elle sera juste là, fondamentale. J'aime bien l'analogie de Marjolaine Grondin, cette entrepreneur et formatrice en IA qu'on a pu interviewer. Elle dit « Qui aujourd'hui précise « Mon entreprise fonctionne grâce à l'électricité ?» Personne. Et l'IA devrait tendre vers ça, devenir une évidence. C'est une excellente manière de cadrer notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on plonge dans cet entretien passionnant qu'on a eu avec elle. C'est une vraie mine d'infos sur comment intégrer l'IA concrètement au travail et même à la maison. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire les pépites de son expérience. Quels usages changent vraiment la donne au quotidien? Oui. Et quel état d'esprit adopter, Quelle porte ça ouvre vraiment? L'idée, c'est d'aller plus loin que l'outil et de voir l'IA comme un partenaire. Un partenaire, le mot est intéressant. Bon, allons-y, on décortique ça. Alors, commençons par un état des lieux. Ce que Marjolaine Grondin observe sur le terrain, dans les entreprises, c'est une situation assez contrastée. Oui, c'est un peu le grand écart, non? D'un côté, on a les discours stratégiques, la volonté à afficher d'intégrer l'IA, de passer à l'échelle. Et de l'autre, sur le terrain, une adoption très inégale. Ça dépend vraiment des personnes, du stagiaire au dirigeant, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Elle parle même d'une dissonance. C'est assez frappant. C'est quoi cette dissonance exactement? Certains dirigeants qui poussent fort pour l'IA dans leur boîte, mais qui, en privé, avouent ne pas l'utiliser eux-mêmes au quotidien, ou très peu. Ah oui, d'accord. C'est là qu'intervient ce que Grondin appelle le shadow AI, c'est ça? Exactement. Le shadow AI, c'est cette utilisation un peu discrète, parfois cachée, de l'IA par les collaborateurs. En douce, quoi. C'est un peu ça. Elle raconte une anecdote assez drôle. En formation, quand elle demande qui utilise ChatGPT. Oui. Eh bien, il y a un petit flottement. Les gens hésitent, se regardent un peu, genre « Est-ce que j'ai le droit de le dire? Quelle est la bonne réponse ?» Je vois tout à fait la scène, le petit moment de gêne. Voilà. Et ça montre bien qu'il y a un truc pas clair. Certains l'utilisent sur leur smartphone perso, parce qu'ils n'ont pas d'accès officiel ou parce qu'il n'y a pas de politique d'entreprise définie. C'est symptomatique, ce décalage. C'est quand même fou, ce décalage. Et parfois, le déclic pour adopter l'outil, il ne vient pas d'une grande stratégie, mais d'un truc tout bête, d'une expérience perso. Ah oui, comme quoi? Grondin raconte l'histoire d'une amie à elle, une CEO, une dirigeante donc qui investit dans des projets IA pour sa société. Elle est dedans professionnellement. D'accord. Et un soir, elle cherche un film à regarder. Grondin utilise le mode vocal de ChatGPT, celui qui permet de vraiment discuter. Elle lui dit « On cherche un thriller psychologique, un peu sombre, tu vois le genre ?» Et l'IA leur suggère des trucs, elles affinent et finissent par trouver Prisoners. Et là, son amie CEO a une espèce de révélation. Elle dit « Attends, tu peux lui parler comme ça ? Il comprend vraiment, mais c'est quoi cette appli ?» Le choc de la simplicité, en fait. Exactement. Juste trouver un film comme ça a été pour elle un aha moment. Elle a touché du doigt la puissance et l'accessibilité de l'outil au-delà des plans stratégiques. C'est une super illustration. L'accessibilité démocratisée par des outils comme ChatGPT, c'est clair que c'est la clé. Mais ça ne suffit pas. Non, il faut autre chose. Grondin insiste sur 2 autres points. La curiosité, l'envie d'essayer, de tester, et puis une certaine humilité. Accepter qu'on ne sait pas, qu'on doit apprendre une nouvelle méthode. Elle appelle ça une gymnastique intellectuelle. Mettre son ego de côté.
Une gymnastique intellectuelle, j'aime bien l'expression. Et pour aider à structurer cette intégration, justement, elle propose une approche personnelle qu'elle a développée, une sorte de... Ah, intéressant. Une pyramide? Oui. L'idée forte derrière, c'est vraiment de changer de regard. Ne plus voir l'IA comme un simple outil, un exécutant, mais comme un vrai binôme. Elle va même jusqu'à dire un cofondateur personnel. Un cofondateur personnel, carrément. Et elle a combien de niveaux, cette pyramide? 3 niveaux. Le premier, la base, c'est l'assistant délégué. L'assistant délégué. OK. Et son rôle? L'objectif principal, c'est de réduire la charge mentale, d'augmenter la productivité sur les tâches un peu basiques, répétitives. Genre gestion d'email, transcription de réunion, les comptes rendus, ce genre de choses. Voilà. Grondin, par exemple, elle utilise un outil qui s'appelle fixer.ai. fxxer.ai. Fixer.ai, d'accord. Et ça fait quoi concrètement? Ça se connecte à sa boîte mail, ça trie les messages, ça les catégorise et surtout ça prépare des brouillons de réponses en s'adaptant à son ton habituel et ça peut même vérifier son agenda pour proposer des créneaux de rendez-vous. Pas mal. Et le gain de temps, elle l'estime à combien? Elle parle environ 1 heure par jour. 1 heure par jour? Ah, c'est considérable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, à force de déléguer comme ça, de perdre un peu le contrôle, le fil de ce qui se passe dans sa propre boîte mail? C'est une question légitime. Elle nuance bien. Elle dit que l'outil gère surtout le côté transactionnel, on va dire, les 2 tiers des emails, ceux qui nécessitent une réponse assez standard, rapide. Mhm. Ça ne remplace absolument pas son jugement pour le tiers restant, les messages importants, stratégiques, ceux qui demandent une vraie réflexion humaine. Au contraire, en fait, Ah oui. il ne gère pas, encore en tout cas, le très spécifique ou le stratégique pointu. Donc ce premier niveau, c'est vraiment pour regagner du temps de cerveau disponible, du temps qualitatif. C'est exactement ça. Ensuite, le deuxième niveau de sa pyramide, elle appelle ça le directeur des opérations. Directeur des opérations, on monte d'un cran là. Oui, l'IA aide à produire des livrables plus structurés, plus complexes, typiquement des présentations PowerPoint, des roadmaps projets. D'accord. Et elle a des exemples d'outils pour ça? Elle cite notamment Gamma, Gamma. Mais attention, elle insiste sur un point très important. Lequel? Il ne faut surtout pas demander à l'IA de créer le contenu de A à Z. Ah bon? Pourquoi? On entend souvent dire que ça peut générer des présentations complètes. Mais d'après son expérience, les résultats sont souvent décevants si on part de rien. L'IA est très forte pour structurer l'information, pour la mettre en forme selon des règles, un template. Mais pour générer la substance, le fond, quelque chose d'original et pertinent, il faut un apport humain solide au départ. D'accord, je vois. Donc, l'astuce, c'est quoi? C'est de préparer son contenu d'abord. Un texte, des notes bien structurées dans un Google Doc par exemple. Et ensuite, on demande à l'IA de prendre ce contenu et de le mettre en forme, de créer les slides. Et là, l'impact est significatif. Ah oui. Pour les gens qui passent des heures et des heures sur la mise en page de présentation, c'est énorme. Elle raconte une anecdote assez touchante d'ailleurs. Vas-y. Des participants à ces formations, et même la mère d'une des participantes, qui ont carrément eu les larmes aux yeux, Non. ou qu'ils allaient gagner sur cette tâche, qui est souvent perçue comme ingrate, chronophage. Une fois que le template est bien défini, l'IA applique la mise en forme de façon quasi instantanée. C'est incroyable. Ça montre à quel point certaines tâches peuvent être une vraie douleur au quotidien. Et alors, au sommet de cette pyramide, qu'est-ce qu'on trouve? Le troisième et dernier niveau, le cofondateur personnel. Le cofondateur personnel. Là, on change carrément de dimension. Complètement. L'IA n'est plus juste un exécutant ou un metteur en forme, elle devient un sparring partner pour la stratégie, pour la réflexion, C'est-à-dire, on l'utilise comment, concrètement? pour brainstormer, pour challenger ses propres idées, pour vérifier qu'un projet, une nouvelle direction est bien aligné avec ses objectifs profonds. Et c'est là que Grondin fait un lien intéressant avec le concept japonais de l'ikigai. L'ikigai, tu peux nous rafraîchir la mémoire? Oui, l'ikigai, c'est cette philosophie qui cherche le point de rencontre entre 4 cercles. Ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi on peut être payé. La raison d'être, en quelque sorte. D'accord. Et le lien avec l'IA? Ce que Grandin suggère, et c'est assez original, c'est que l'IA peut devenir un outil pour nous aider à questionner nos choix, nos projets, à travers ce prisme de l'ikigai, pour s'assurer qu'on reste aligné avec ce qui fait vraiment sens pour nous. L'IA comme un miroir stratégique et personnel. C'est une vision assez profonde, bien au-delà de la simple productivité. Fascinant.
Oui, et ce qui est important pour elle, c'est que ces 3 niveaux, assistant, DO, cofondateur, ne sont pas réservés aux dirigeants ou à une élite. Ils répondent à des besoins humains fondamentaux qu'on retrouve dans tous les métiers. Maîtriser son temps, produire du sens, définir une stratégie. Exactement. L'équilibre entre les niveaux va varier selon le poste, bien sûr, mais le potentiel est là pour tout le monde. Mais pour que tout ça fonctionne bien, pour que cette interaction à tous les niveaux soit vraiment efficace, il y a sûrement une compétence clé à développer, non? Absolument. Et ce n'est peut-être pas celle qu'on imagine en premier. Ce n'est pas d'être un pro du prompt engineering, de savoir écrire des instructions ultra complexes. Moins que ça, en fait. Parce que les IA, elles apprennent de mieux en mieux à comprendre le langage naturel, même un peu imparfait. Non, la vraie compétence cruciale, selon Grondin, c'est de savoir quoi demander. L'art de poser la bonne question. C'est ça, définir clairement l'objectif qu'on veut atteindre avec l'aide de l'IA. C'est ça qui fait toute la différence entre un résultat médiocre, générique, et une aide vraiment précieuse, personnalisée. Ça change la perspective. La valeur se déplace de la connaissance des réponses vers la capacité à formuler les bonnes interrogations. Tout à fait. Et ça demande aussi une posture un peu différente. Plus d'itération, d'expérimentation. Tester, ajuster, recommencer. Ce qui est peut-être moins dans la culture des grandes entreprises, notre Grondin, que dans celle des entrepreneurs qui sont plus habitués à cette agilité, à ce test and learn. C'est sûr. Savoir interroger une IA, ça devient une compétence aussi essentielle que savoir lire un bilan ou animer une réunion. Et c'est là qu'on arrive à la prochaine étape, celle qui enthousiasme particulièrement Marjolaine Grondin. Ah oui, la suite de la révolution. On peut dire ça, les agents IA, c'est peut-être la vraie révolution dans la révolution. Les agents IA, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi la différence avec un chat GPT classique, par exemple? La grosse différence, c'est l'autonomie et la capacité d'initiative. C'est-à-dire? Tu donnes un objectif à un agent IA. Et lui, il va pouvoir entreprendre toute une série d'actions pour l'atteindre. Chercher des infos, utiliser différents outils en ligne. Et surtout, ça c'est crucial, il peut te poser des questions s'il manque d'éléments pour avancer. Ah, il ne se contente pas d'exécuter une instruction, il œuvre vers un but et il interagit pour y arriver. C'est plus proactif. C'est exactement ça. Proactif plutôt que juste réactif. Grandin donne 2 exemples concrets. D'abord, les agents de recherche. Ok. Elle utilise la fonction Deep Research de ChatGPT ou un outil comme Perplexity. Imagine, tu lui poses une question complexe, genre « Fais-moi une synthèse sur la réglementation et les perspectives du marché des tiny houses en France. » D'accord. Un sujet précis. L'agent ne va pas juste sortir des liens ou un résumé basique. Il va commencer par te poser des questions pour clarifier. Est-ce qu'on se concentre uniquement sur la France ou on compare avec l'Europe? Vous voulez les aspects légaux actuels ou plutôt l'évolution future? Il affile la mission, en quelque sorte. Voilà. Et une fois qu'il a bien compris, il lance sa recherche. Ça peut prendre 8 ou 10 minutes, c'est pas instantané. Pendant ce temps, tu vois les sources qu'il consulte. Site officiel, articles de loi, études de marché. Et le résultat? Il te fournit un rapport synthétique et détaillé. Grondin donne un chiffre un peu choc pour illustrer le gain de temps potentiel. Je sens que ça va être impressionnant. Elle dit qu'une recherche qui aurait pu prendre 8 jours à un humain pourrait être faite en 8 minutes par l'agent. 8 jours versus 8 minutes. C'est énorme, hein. Mais au-delà du temps gagné, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Ça change la nature du travail. Tu passes beaucoup moins de temps à collecter l'information et beaucoup plus de temps à l'analyser, à la comprendre, à l'exploiter. Elle raconte même s'être servie de ce rapport ensuite pour analyser des annonces de terrain sur le Bon Coin avec l'IA. Ah oui, l'application concrète, immédiate. Impressionnant. Et le deuxième type d'agent qu'elle mentionne? Alors là, on passe encore un cap. Ce sont les agents opérationnels. Opérationnel. C'est-à-dire qu'ils font des choses. Oui. Des outils comme Operator d'OpenAI, elle a pu le tester via un accès spécifique, ou Computer de Cloud. Ces agents peuvent carrément prendre le contrôle d'un navigateur web dans l'interface de l'IA et interagir avec des sites. Attends. Tu veux dire que je peux demander à une IA, réserve-moi une table pour 2 ce soir chez tel resto sur la fourchette, et elle va y aller, cliquer sur les boutons, remplir les champs? Bah oui, c'est encore expérimental, faut être clair, mais Grandin a fait des tests concluants. Réserver un resto sur la fourchette, un hôtel sur Booking, commander des sushis, faire livrer des fleurs. Mais c'est dingue! L'agent navigue sur le site, il clique, il remplit les formulaires, il applique les filtres que tu lui as donnés. Le potentiel d'automatisation est juste immense. Mais ça soulève des questions vertigineuses, non? Sur l'avenir du web lui-même. Exactement. Comment les sites web vont devoir être conçus demain, pas seulement pour les humains et pour les robots de Google, pour le SEO, mais aussi pour ces
ces agents navigateurs. C'était un gros sujet au dernier Mobile World Congress d'ailleurs. J'imagine, l'intégration de ces agents directement dans nos smartphones, ça va changer beaucoup de choses. Clairement. Et tout ça va tellement vite que ça nous confronte à ce que Grandin appelle le paradoxe de l'IA, ou l'effet IA. L'effet IA, c'est quoi? C'est notre tendance, à nous humains, à nous habituer incroyablement vite à des prouesses technologiques qui nous semblaient relever de la science-fiction quelques mois ou semaines plus tôt. Ah oui, je vois très bien. La première fois que tu utilises un outil comme ChatGPT, t'es bluffé. Et la 5e fois, Bah, tu commences déjà à voir les limites, à trouver ça normal, voire à te dire ça pourrait être mieux sur ce point. Notre seuil d'émerveillement baisse à une vitesse folle. c'est exactement ça. Certaines capacités, comme le doublage vidéo en temps réel dont on voit des démos incroyables, vont sans doute devenir banales très vite. Tandis que d'autres aspects, peut-être plus liés à la conscience ou à la créativité profonde, resteront de la science-fiction ou du moins de l'expérimentation pendant encore longtemps. Nos attentes s'ajustent en permanence. Bon, tout ça est fascinant, mais ça soulève aussi des questions très, très pratiques. La première, c'est le coût. Ah oui, le nerf de la guerre. Tous ces outils, surtout les plus performants, ils sont souvent sur abonnement. Et ça commence à chiffrer, non? Oui. On a vu la question se poser dans les entreprises pour des déploiements massifs comme Copilot de Microsoft. C'est environ $30 par utilisateur par mois. Apparemment, il y a une certaine frilosité au moment de renouveler les licences. Et pour les indépendants, les freelances ou même les PME, l'addition peut vite monter aussi. Tout à fait. Quelle est la position de Marjolaine Grandin là-dessus? Son point de vue est assez pragmatique. Pour elle, le coût doit toujours être mis en balance avec le retour sur investissement, que ce soit en temps gagné, en productivité ou même en créativité débloquée. Elle donne des chiffres pour son cas personnel. Oui, elle estime ses dépenses mensuelles en outils IA autour de 300-400 euros. Elle est solopreneur, mais gère une activité assez conséquente. Et pour elle, cet investissement est largement justifié, largement rentable. 300, 400 euros par mois. D'accord. Et elle va même plus loin, non? En liant ça directement à la compétitivité. Absolument. Et elle reprend cette idée qu'on entend souvent. L'IA ne va pas remplacer l'humain. Mais un humain qui utilise l'IA remplacera probablement celui qui ne l'utilise pas. C'est devenu un critère pour elle. Oui. Dans ses collaborations, elle attend maintenant de ses partenaires, que ce soit des graphistes, des rédacteurs, peu importe, qu'ils maîtrisent ces outils. Pour elle, c'est un gage d'efficacité, de meilleure compréhension mutuelle. Ne pas utiliser l'IA, de son point de vue, ça peut devenir un frein à la collaboration. C'est une position assez forte quand même. L'autre gros point sensible, évidemment, c'est la confidentialité des données. C'est souvent le frein majeur, surtout en entreprise. Oui, la peur de mettre des informations confidentielles dans ses boîtes noires. Comment on gère ça? Il y a des solutions? Oui, heureusement, il y a des réponses concrètes. La première, la plus simple pour les entreprises, c'est d'utiliser les versions professionnelles des outils. ChatGPT Team, Enterprise ou les équivalents chez d'autres fournisseurs. Et ça change quoi, Azam? Ça offre des garanties contractuelles claires. Les données soumises ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'IA généraux. C'est séparé. Et pour les comptes individuels, gratuits ou payants? Là, il faut aller fouiller un peu dans les paramètres. Mais quasi tous les outils proposent une option à décocher pour refuser que nos conversations servent à l'entraînement de l'IA. Grondin conseille vivement de le faire systématiquement. D'accord. Mais imaginons qu'on ait une donnée vraiment ultra sensible. Un secret industriel, un plan stratégique. Même avec ces garanties, on hésite. Sa recommandation dans ce cas est très claire. L'anonymisation. Mais attention, l'anonymisation manuelle avant de donner quoi que ce soit à l'IA. C'est-à-dire, On prend son document et on enlève soi-même tous les noms propres, les chiffres clés spécifiques, tout ce qui pourrait permettre d'identifier l'entreprise ou le projet. On nettoie le document humainement. et surtout, on ne demande pas à une IA d'anonymiser le document pour nous. Ah non, surtout pas. Ça n'aurait aucun sens. Une fois que le document est anonymisé, on peut travailler avec l'IA de manière beaucoup plus sereine. Puis, il faut aussi un peu démystifier, rappelle Grondin. Comment ça? L'IA, ce n'est pas une personne qui va aller raconter vos secrets à la machine à café. Sa mémoire est technique, elle est limitée, et surtout, elle est gérable par l'utilisateur. On peut voir ce que l'IA a retenu de nos conversations précédentes, et on peut effacer ces éléments. Elle cite Luc Julia, le co-créateur de Siri, qui dit souvent, avec une pointe de provocation, « L'intelligence artificielle, ça n'existe pas ». Au sens d'une conscience humaine, oui. Voilà. Il ne faut pas projeter des caractéristiques humaines sur ces outils. Reste une dernière crainte souvent évoquée, l'impact sur nos propres capacités.
À force de déléguer la rédaction, la synthèse, la recherche, est-ce qu'on ne risque pas de devenir intellectuellement paresseux, de perdre nos muscles cognitifs? C'est une préoccupation légitime, et Grondin ne la balaye pas d'un revers de main. Mais elle apporte une nuance importante. Laquelle? Pour elle, l'IA prend surtout en charge la partie mécanique, l'exécution parfois fastidieuse des tâches. Mais elle ne remplace pas la réflexion de fond, le jugement critique. C'est toujours l'humain qui doit cadrer la demande, définir l'objectif. Exactement. Et c'est l'humain qui doit valider le résultat, l'affiner, l'intégrer dans une réflexion plus large. Et surtout, c'est l'humain qui doit décider quoi faire du temps ainsi libéré. Et c'est là que le bas de blesse parfois, hein. Oui, elle reconnaît qu'il faut parfois un effort conscient pour ne pas juste profiter du temps gagné pour faire moins, mais pour le réinvestir, pour aller plus loin dans la réflexion, pour aborder des tâches à plus haute valeur ajoutée qu'on n'avait pas le temps de faire avant. C'est un peu ce qu'elle appelle le cadeau inattendu de l'IA, non? C'est exactement ça. C'est peut-être le point le plus intéressant de sa réflexion. En nous déchargeant des tâches répétitives, machinales, l'IA nous force d'une certaine manière à nous poser la question « Quelle est ma valeur ajoutée unique ?» Où est-ce que moi, en tant qu'humain, je fais vraiment la différence? Voilà, la pensée critique, la créativité originale, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la collaboration complexe, la communication fine, toutes ces choses que l'IA pour l'instant ne fait pas ou fait mal. Paradoxalement, l'IA nous renverrait à notre humanité. C'est l'idée. C'est une opportunité, si on la saisit, de réinvestir le temps et l'énergie gagnés dans des activités plus profondément humaines, plus significatives. Mais ça demande un effort conscient. Alors, si on devait synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient principalement de cette exploration? Je dirais que le message essentiel, c'est que l'IA est vraiment en train de passer du statut de gadget technologique ou d'outil spécialisé à celui d'une infrastructure de base de notre travail et de nos vies, comme l'électricité, pour revenir à l'image de départ. Et que son adoption efficace, ce n'est pas juste une question technique, d'apprendre à utiliser tel ou tel outil. C'est plus profond. C'est un changement de posture, un changement de mentalité. Apprendre à interagir avec l'IA comme un partenaire. Un partenaire qui peut avoir plusieurs casquettes, comme le montre bien la pyramide de Grondin. Assistant, directeur des opérations et même émetteur. Les points clés donc, cette intégration qui devient inévitable et fondamentale. L'importance cruciale, non pas tant de maîtriser la technique, mais de savoir poser les bonnes questions, de définir le bon objectif. L'arrivée des agents IA, qui promettent de démultiplier encore les capacités d'automatisation et de recherche, changeant potentiellement la nature même de certaines tâches. Et le fait que les obstacles pratiques, le coût, la confidentialité, même s'ils sont réels, ont des réponses, des solutions qu'on peut mettre en place. Et puis, peut-être le point le plus important, cette idée que, loin d'être forcément une menace déshumanisante, cette vague technologique peut être vue comme une chance. Une chance de nous recentrer sur ce qui fait notre spécificité humaine. La stratégie, la créativité, la relation, la réflexion profonde. Exactement. L'IA s'occupe du faire répétitif et ça nous libère potentiellement pour le penser et pour l'être, à un niveau peut-être plus élevé, plus satisfaisant. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée à emporter, peut-être la plus fondamentale. Je t'écoute. Si l'IA prend effectivement en charge de plus en plus de ces tâches mécaniques, de ce faire un peu automatique, comment allons-nous, individuellement, mais aussi collectivement, réapprendre à valoriser, à protéger et à cultiver le temps long? Le temps long de la réflexion qui a besoin de mûrir. Oui, le temps de la créativité qui ne jaillit pas sur commande, le temps de la connexion humaine authentique qui demande de la présence. Comment intégrer ça dans notre travail, dans nos vies? Quelle forme concrète est-ce que ça va prendre, ce fameux travail humain augmenté dont on parle tant? C'est une excellente question pour conclure. Et la réponse, elle reste à écrire. Voilà, vous l'avez entendu. L'IA n'est pas seulement une technologie qui s'invite dans nos vies, elle devient peu à peu une infrastructure fondamentale, au même titre que l'électricité. Avec la vision de Marjolaine Grandin, nous découvrons que l'IA peut être un assistant, un directeur des opérations, mais aussi un véritable cofondateur personnel, un partenaire capable de nourrir notre créativité et notre réflexion stratégique. Et au-delà de l'efficacité, c'est un appel à nous réinventer, à investir ce temps libéré dans ce qui fait notre valeur profondément humaine. Penser, créer, collaborer et donner du sens. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous dès maintenant à Expertise AI, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo à vos proches et collègues qui cherchent à comprendre l'avenir de l'IA. L'IA évolue à une vitesse fulgurante et ensemble, nous pouvons apprendre à en faire une force pour nos vies et nos projets. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Expertise AI.